Bonjour, cette vidéo a été créée à destination d'enseignantes et d'enseignants en BTS Gestion de la PME dans le cadre d'une formation sur la place de la communication au sein de ce diplôme, organisée en 2024-2025 sur l'Académie de Lyon. Elle présente thème par thème les différents aspects du numérique pour former un panorama de tout ce qui est possible de traiter dans ce domaine avec nos étudiants et nos étudiantes. Cette vidéo doit permettre d'avoir une vision globale des problématiques liées au numérique pour faciliter la coordination entre les enseignants qui interviennent sur ces sujets dans plusieurs matières, avec différentes approches, à plusieurs moments durant les 2 années de ce BTS. Alors contrairement à mes vidéos classiques, cette vidéo est un peu longue, mais elle est chapitrée et donc n'hésitez pas à utiliser ces chapitres pour vous repérer et faciliter votre exploration. Vous avez les éléments en bas de l'image et vous avez aussi les éléments en description. Alors, je vous propose aussi une autre vidéo d'information sur ce thème qui recense tous les aspects du numérique tels qu'ils apparaissent dans le référentiel du BTS Gestion de la PME. Vous avez le lien en description. Quand on parle de numérique, on se réfère à des éléments qui sont techniques, culturels, économiques, sociétaux ou même politiques. C'est par excellence un domaine qui est transversal. Alors on a essayé sur cette carte de recenser tous les aspects du numérique et en développant les choses thème par thème. Plus spécifiquement, on va appliquer un regard en lien avec des apprentissages spécifiques au BTS Gestion de la PME et sur un angle de communication en lien avec le numérique. Mais bien entendu, il est nécessaire de faire un zoom sur chacun de ces différents points. Alors le premier focus concerne la culture numérique, c'est-à-dire la manière dont le numérique va venir impacter la société et nos pratiques du quotidien. Bien entendu dans le monde du travail, mais également dans nos vies personnelles. Donc on va voir le numérique avec un aspect culturel et tout d'abord envisager son histoire. En BTS Gestion de la PME, on est face à des jeunes qui sont des digital natives et on pourrait imaginer qu'ils sont très à l'aise avec ces technologies. Mais c'est loin d'être le cas pour tous et pour toutes. Et surtout, même si nos jeunes ont totalement intériorisé une pratique courante du numérique, il manque également beaucoup de recul sur ce domaine. S'approprier, ce n'est pas seulement utiliser, mais c'est avoir une vision plus large sur l'outil, sur ses enjeux sociétaux, sur ses évolutions. Donc à nous de leur apporter de la curiosité sur les éléments de réflexion de base dans ce domaine. Donc la première entrée, ça sera déjà d'expliquer les grandes lignes de l'évolution des technologies et la manière dont la communication s'est, dans toute l'histoire humaine, adaptée par rapport à des outils qui sont des outils nouveaux. Parce qu'avant Internet, on communiquait déjà. Avant les technologies mobiles, on communiquait déjà. Mais on a une démultiplication des outils numériques qui viennent impacter les fonctionnements et l'organisation du travail. Et en particulier, on peut parler des avancées des capacités de calcul, de la miniaturisation des appareils, de l'aspect mobile et de la quantité de données à organiser, également de la mise en réseau et de cette connectivité que nous connaissons maintenant. Alors je vous renvoie par exemple à une vidéo que j'ai faite sur l'idée de représenter visuellement Internet. Et puis, en lien avec ce développement technologique, on a aussi des problématiques plus philosophiques, avec une approche commerciale ou une approche plus partagée de ces outils. Ça se traduit bien sûr par des questions liées aux logiciels libres par opposition aux logiciels propriétaires. Mais la question est plus générale, avec une vraie contre-culture liée au numérique, parfois plutôt libertaire. Ça entraîne souvent d'autres questions sur la légalité de l'usage des outils numériques. Et là, on a un lien évident avec la partie droit de la CEJM. Internet est un espace ouvert qui interconnecte les gens, favorise les échanges.
C'est donc immédiatement un espace de liberté pour échanger sans contrôle, ce qui peut être très bien quand on cherche à lutter contre une dictature, mais aussi un espace de non-droit dans lequel peuvent se développer des activités illégales et dangereuses avec du piratage, du complotisme, des transactions illégales et même des projets dangereux d'exploitation sexuelle ou de terrorisme par exemple. Mais même sans aller dans le dark web, on peut déjà s'interroger sur la question de la propriété des données, personnelles ou non, et de leur exploitation, parfois douteuse par les individus, mais aussi par des entreprises sans scrupules qui nécessitent des régulations, comme par exemple le RGPD. On en reparlera dans le Zoom dédié au marketing digital. Il y a aussi des questions par rapport aux limites de l'universalité du numérique, ce qu'on appelle des fractures numériques. Ces inégalités d'usage, on les retrouve à différents niveaux. On en a sur les fractures, on a des fractures numériques qui sont liées à l'âge, à l'origine sociale, au sexe. On a des aspects qui sont liés à l'équipement et donc des fractures géographiques, que ce soit au sein même de notre pays, mais bien entendu au niveau mondial. Et puis bien sûr, un dernier aspect très important en lien avec des aspects sociaux et politiques, la question des bulles sociales, des manipulations qui sont possibles, les fameuses fake news, mais également les arnaques ou encore le cyberharcèlement et le droit à l'oubli. Alors bien sûr, on reparlera de tout ça à travers les usages, en particulier dans le zoom sur les réseaux sociaux et sur les échanges numériques plus traditionnels. Alors maintenant, focus sur le marketing digital. On va tout de suite se mettre d'accord, ce n'est clairement pas un des points qui est enseigné de manière détaillée dans le BTS Gestion de la PME. Il y a d'autres formations orientées sur la communication commerciale et sur le marketing qui intègrent plus en détail la relation client et l'utilisation de ces techniques numériques. Mais dès lors que l'on parle de culture numérique et d'activité d'entreprise, il est extrêmement difficile de faire l'impasse sur le marketing digital. Au passage, l'usage du mot digital est très répandu en marketing pour désigner le numérique, en grande partie par mode, et pour se détacher d'une vision plus technique des outils informatiques. Peu importe l'appellation, concentrons-nous sur quoi enseigner. Alors l'un des problèmes, c'est qu'il s'agit d'un domaine assez complexe, avec beaucoup de technologies et de pratiques qui évoluent régulièrement. Il faut donc se tenir au courant des grandes logiques et des changements, et ne pas hésiter à inciter nos étudiants et nos étudiantes à se former en permanence sur ce sujet, et les enseignants aussi par la même occasion. Une logique importante en communication globale, c'est de parler des différences entre deux stratégies, inbound et outbound marketing. Et bien entendu, ces deux aspects sont en lien avec des technologies bien particulières qu'on peut en partie traiter en classe. L'outbound marketing, ce sont les stratégies traditionnelles de relations clients et de prospection avec l'entreprise qui va projeter sa communication vers des cibles bien choisies. En particulier, ça va être la publicité et bien entendu sa déclinaison numérique, mais aussi des campagnes de mailing par exemple. Alors pour bien sélectionner nos destinataires, on a la question de la gestion des données de nos prospects, ou plus largement d'analyse d'audience, des comportements des consommateurs qui vont faciliter le ciblage. Il y a même tout un business avec des traders de données personnelles et de listes. Et là, évidemment, on se rappelle de la problématique des données personnelles et du RGPD dont on a déjà parlé. On peut aussi évoquer la technique du retargeting et donc s'appuyer sur des comportements ou des recherches qui auraient été faites sur nos sites pour ensuite reprendre contact et ressolliciter des personnes qui semblent intéressées par nos produits. Ça se faisait déjà au niveau commercial avant le numérique. On peut aussi évoquer des techniques de fidélisation ou de gestion du service après-vente et des réclamations, bien entendu. Alors dans ces domaines, l'IA conversationnelle est de plus en plus employée à l'aide de chatbots qui sont de plus en plus performants. Et on pourrait aussi citer des outils de benchmark et de veille concurrentielle.
L'inbound marketing, c'est une logique inverse, plutôt à long terme, dans laquelle on développe notre image, la satisfaction de nos clients, et on essaye de les transformer petit à petit en émissaires de notre marque. Donc de parler de nous à leur réseau, de faire connaître leur satisfaction avec des retours positifs, etc. Cette technique, qui au lieu de propulser l'image, fait venir les prospects à nous, s'est considérablement développée avec les outils numériques. Internet, bien sûr, mais surtout les réseaux sociaux. Alors on en reparlera quand on fera le zoom sur ces deux points. On peut aussi citer le rôle parfois ambigu des influenceurs, qui sont parfois juste des gens qui parlent de nos produits de manière volontaire et partagent leur expérience, mais au contraire qui parfois peuvent être payés par nous parce que ce sont des relais d'opinion, qu'ils ont une audience très large et on va les utiliser pour communiquer sur nos produits. Là, on est presque dans de la publicité. On peut évoquer des pratiques que nos jeunes ne connaissent pas bien, comme l'affiliation, qui est un système de liens qui permet de toucher des commissions très utilisées par des sites de vente en ligne, par exemple. On peut aussi évoquer les enquêtes, et en particulier le concept de l'expérience utilisateur, UX, avec par exemple des tests de produits ou de concepts avant leur lancement, afin d'améliorer les choses selon les goûts des gens. Alors il me semble important de mettre à part le e-commerce, parce que ce sont des logiques directement liées à la vente par Internet. Alors bien évidemment, ça sera aussi à traiter en lien avec les sites de vente en ligne qu'on verra dans la partie web. Il existe des gestionnaires de contenu, des CMS, qui sont dédiés au e-commerce. Pour obtenir la confiance des consommateurs, il a fallu mettre en place des paiements en ligne sécurisés. Là encore, il existe plusieurs techniques à explorer. On va rencontrer la problématique de la logistique, de l'interfaçage avec le SI de l'entreprise, notamment le PGI, parce qu'il va bien falloir qu'on puisse avoir un certain nombre d'opérations et de notre chaîne commerciale qui vont être en lien, mais aussi s'interfacer avec le stock. Et puis finalement, on peut aborder la question des avis en retour qui permettent d'orienter de nouveaux consommateurs, mais également on peut avoir des manipulations parce qu'on ne sait pas toujours bien si ce sont des avis qui sont sincères ou fabriqués. Et forcément, on peut aborder la question de la e-réputation de l'entreprise. On en reparlera avec les réseaux sociaux et les community managers. Alors ici, on entre dans la question des échanges numériques et des outils collaboratifs. Ce sont des points qui sont particulièrement développés dans le référentiel, dans le savoir 5.4 de communication. Alors, on a la question des échanges asynchrones et des échanges synchrones. Les échanges asynchrones, ils sont traditionnellement abordés en communication, même avant le numérique, avec des échanges de courrier. Mais les usages et le formalisme des emails sont très différents de ceux du courrier papier. Alors attention, nous avons des étudiants et des étudiantes qui ont normalement l'habitude d'utiliser au moins un peu ces outils, mais dans un contexte qui est un contexte privé. Ils ont rarement les usages professionnels qui sont liés à ces outils, en particulier au niveau rédactionnel, des différentes catégories de destinataires, de la gestion de l'objet, de la signature, de documents attachés, et puis d'éventuelles validations du contenu. Alors en communication écrite, dans l'épreuve 4, on peut parfois analyser un email, bon à condition quand même qu'il soit un peu conséquent, hein, et il faut amener nos jeunes à une réelle réflexion sur leur démarche et sur les éléments de fond et forme. Alors attention parce que dans les épreuves écrites d'études de cas, notamment E6, on a souvent une vision très restrictive de l'usage des emails qui devrait être limité uniquement à des contenus très très courts, bon, ce qui n'est pas nécessairement le cas en entreprise. Ça aussi, il faut essayer de le présenter aux étudiants et aux étudiantes.
On peut aussi parler des documents numériques avec un zoom sur les questions de format de fichier, l'intérêt d'un PDF, l'authentification des documents. N'hésitez pas, par exemple, à faire réfléchir vos étudiantes et étudiants sur le choix d'un mode de travail, d'un mode de validation via des échanges synchrones ou asynchrones. On peut également traiter des documents partagés avec différents droits d'accès que l'on pourrait définir, les fonctions de collaboration comme les commentaires et les révisions. Et à ce sujet, je vous mets un lien sur une de mes vidéos qui traite de ces fonctions sous Word. Sur la question des échanges synchrones, souvent encore appelés chats, leur usage se répand dans la vie privée et professionnelle à travers de multiples applications synchrones ou semi-synchrones. On peut citer WhatsApp, Telegram, mais évidemment toutes les plateformes du style Teams vont intégrer des outils d'échange et de conversation. Alors normalement, là aussi, nos jeunes ont une pratique personnelle et il va falloir leur donner des éléments sur les pratiques professionnelles. Alors évidemment, maintenant, on va parler des outils collaboratifs parce que la technologie a fortement transformé ses habitudes de travail. Il semble déjà important d'expliquer ce que signifie collaborer et comment la notion d'échange et de travail collectif existait avant Internet, de même que la notion de communauté. On peut aller sur des visions plus philosophiques avec l'intérêt réel de la collaboration, parler du dilemme du prisonnier par exemple ou de la stratégie du donnant-donnant. De manière plus pratique, on peut insister sur les différences entre coopérer et collaborer qui s'organisent différemment et aboutissent à des résultats qui sont eux aussi bien différents. Et puis, on peut relier ces questions à des pratiques professionnelles comme le coworking et le télétravail. On peut aussi mentionner des logiques de communauté en ligne avec des forums qui basculent de plus en plus sur des formes assez proches des réseaux sociaux, comme par exemple avec l'usage de Discord. Alors, les pratiques collaboratives sont aussi une question que les enseignants peuvent se poser, étant donné qu'on va souvent utiliser ces techniques dans des pratiques pédagogiques actives qui font la part belle à la collaboration. C'est l'occasion d'amener étudiants et étudiantes à réfléchir sur les pratiques elles-mêmes, en particulier dans un fonctionnement en mode projet. À travers les activités qu'on va lancer sur n'importe quel enseignement, on peut s'organiser il faut essayer de favoriser une réflexion sur les pratiques collaboratives, sur leur fonctionnement, sur la nécessité de se coordonner. Alors, on parlera aussi des fonctions collaboratives à assurer, donc les questions de l'échange des informations qu'on va trouver sur nos outils d'échange numérique, des éléments qui permettent de mutualiser des ressources, et puis pour se coordonner, en particulier faire de la gestion du temps, répartir les tâches et suivre l'avancement. Bon, là encore, je vous mets en lien quelques vidéos sur lesquelles j'aborde ces questions dans le cadre du domaine professionnel numéro 4, soutenir le fonctionnement et le développement. Elles ne sont pas spécifiques aux outils numériques, mais ces outils sont évoqués. Il faut aussi aborder l'aspect technique et les principaux outils collaboratifs. Là encore, dans nos pratiques quotidiennes d'enseignants, nous interagissons avec nos étudiants via des outils de travail collaboratif, ce qui peut être l'occasion d'avoir tous ensemble un regard réflexif sur nos pratiques. Et on trouve bien entendu des solutions commerciales, par exemple Teams ou toute autre forme de NT. Mais il semble intéressant également d'évoquer des solutions libres, comme les solutions Framasoft par exemple. Et puis bien entendu, on peut évoquer toutes les solutions de type Wiki, qui sont par nature collaboratives, et donc Wikipédia. On est là face à une réussite extraordinaire de collaboration qui fonctionne hors du domaine marchand et c'est assez exceptionnel pour être signalé.
Alors il y a plein d'explications qu'on peut donner à partir du fonctionnement de la plateforme, sur son autorégulation et éventuellement sur certaines dérives qui peuvent avoir lieu. Alors maintenant, un zoom sur un outil incontournable qui a révolutionné la société et le monde professionnel, Internet. On va aborder ce thème essentiellement au niveau de la communication, parce qu'on n'est pas non plus dans un BTS qui vise à faire des techniciens ou des spécialistes de la communication numérique. Nos jeunes pourront ensuite se spécialiser dans ces domaines-là s'ils le souhaitent. Mais déjà pour le BTS, il faut leur donner les bases pour aller plus loin qu'un simple usage côté utilisateur et permettre de répondre aux questions de leur entreprise. L'essentiel des PME ont une visibilité sur Internet, même si elle n'est pas forcément développée très fortement. Tout dépend bien sûr des secteurs d'activité et des ressources de l'entreprise. Alors évidemment, il faut parler technique. Nos étudiants et nos étudiantes doivent comprendre comment fonctionnent les réseaux, ces différents composants, la différence entre un réseau local, un réseau mondial. Ça nécessite aussi de comprendre ce qu'est un ordinateur, comment on le connecte. Et puis là encore, on a une forte hétérogénéité au niveau de nos jeunes. C'est une question qui est d'ailleurs souvent abordée dans le domaine professionnel numéro 4, dans la partie SI. Il semble indispensable d'expliquer à quoi correspond un site web, la question de l'hébergement des pages web et également de l'accès par le public à ces différents sites avec un système de nom de domaine. Et bien entendu, du coup, des URL et par exemple des QR codes liés à des URL réduites. Et ça, j'utilise abondamment dans cette vidéo, par exemple. Autre aspect, on doit aussi expliquer un minimum comment fonctionne une page Internet. Et donc, au moins les bases d'une page HTML et du codage HTML. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais au niveau communication, il y a un principe très intéressant à noter. Contrairement à la conception d'un document écrit traditionnel, eh bien, sur Internet, on va distinguer le contenu et le contenant. Parce que dans un document imprimé, on va faire une mise en page spécifiquement adaptée à notre support. Mais sur le web, la mise en forme, elle est souvent très limitée parce qu'elle est gérée par des feuilles de style qui vont pouvoir adapter les éléments affichés aux contraintes du support de visualisation. Un écran d'ordinateur fixe, une tablette ou un téléphone portable. Évidemment, la taille ne sera pas la même, l'orientation non plus. Et il y a différentes stratégies pour pouvoir adapter le contenu au mieux en fonction des utilisateurs et de leurs outils de visualisation. Il faut parler des fameux gestionnaires de contenu, donc les CMS, comme par exemple WordPress, qui est un logiciel libre au passage. Et ces CMS vont faciliter nettement le travail de la gestion du site sans avoir à toucher directement au code HTML. Il faut aussi évoquer les tendances actuelles des sites, en particulier la nécessité d'une visualisation sur téléphone. On veut des contenus qui puissent fonctionner très bien sur des mobiles. On a aussi beaucoup plus d'activités, d'éléments visuels et d'incitation à l'action. Cliquez ici, découvrez nos offres. Alors évidemment, on doit aborder la question de la conception et de la structuration des sites web avec tous les principaux éléments de contenu qu'on y trouve et surtout leur organisation. Donc ça sera sous la forme d'une arborescence à partir d'une page principale dans laquelle normalement on accueille les gens, qu'on appelle la landing page, la page d'atterrissage. Au passage, il y a déjà eu une épreuve, une partie d'épreuve E6 avec une question en lien avec le positionnement d'une page sur un site par exemple. Et puis, il faut traiter de la question de la rédaction des pages web. Alors, c'est en lien avec les pratiques d'entreprise, bien entendu,
Et comme pour les questions de rédaction d'un courrier, d'une note ou d'un rapport, il y a des règles qui permettent de rendre les pages web plus efficaces. Parce que ces pages doivent intégrer à la fois un positionnement d'image de l'entreprise, de sa communication globale, sa charte graphique, mais aussi la logique pour permettre un bon référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Alors, il faut bien penser que dans tous ces domaines de communication externe, il y a des grands principes à respecter en termes de processus de validation. On ne publie pas des contenus publics n'importe comment et sans contrôle. Et j'ai rarement des étudiants ou des étudiantes qui ont à mettre à jour les pages d'un site web d'entreprise, mais ça peut être un excellent sujet d'analyse pour une situation de communication écrite en épreuve 4, par exemple. Alors, il faut aussi évoquer, bien sûr, les moteurs de recherche et leurs règles changeantes, et puis les différences principales entre des sites vitrines institutionnels et puis des sites de vente. Et là, on revient sur la partie qui traitait de marketing digital. On peut traiter ça aussi en domaine D4 dans la partie 4.4 de communication globale, justement. Pour terminer, on peut aussi parler des questions d'intranet, c'est-à-dire des éléments internes à l'entreprise et des outils internes à l'entreprise qui permettent la circulation de l'information au sein du personnel. Et donc, ça peut être une partie dédiée d'un site web avec une authentification spécifique ou bien des interfaces collaboratives qu'on a déjà évoquées précédemment dans la partie collaboration. Bon, maintenant on aborde un gros morceau, les réseaux sociaux. Alors depuis leur création, ils se sont imposés dans le quotidien, même s'ils restent quand même plutôt une pratique secondaire dans beaucoup de PME, en tout cas quand on fait du B2B. En fait, leur usage dépend beaucoup du secteur d'activité, de la clientèle visée et des choix de positionnement de l'entreprise. Alors il est utile de parler justement des usages des réseaux sociaux en commençant par un rapide historique, ainsi que les avantages et les limites de ces outils-là. On va reparler d'inbound marketing. Il faut absolument évoquer la notion du fil d'actualité, le thread, et d'algorithme, parce que c'est un enjeu très fort à ces niveaux-là. L'usage peut aussi amener des questions sur les limites des réseaux sociaux, notamment juridiques ou sociales. On avait déjà abordé ce point dans la partie culture numérique avec des bulles sociales, des fake news, du cyberharcèlement. Alors normalement, ce n'est pas ce que fait l'entreprise quand elle utilise les réseaux sociaux dans sa communication. Mais il est difficile de les ignorer dans un enseignement. L'entreprise, de son côté, a quand même à gérer sa e-réputation et évidemment parfois de la communication de crise. Et la présence d'une entreprise sur tel ou tel réseau se pose fortement, notamment quand on voit des patrons de réseau faire ouvertement du salut nazi ou arrêter la modération, la validation des contenus et la modération. Alors ensuite, il est important de pouvoir distinguer les principaux réseaux en termes d'usage et de public. Alors évidemment, celui qui est incontournable au niveau professionnel au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est LinkedIn. La plupart des entreprises ont une page LinkedIn et on va fortement inciter nos étudiants et nos étudiantes à rejoindre ce réseau à titre personnel pour faciliter leur recherche d'entreprise. Ce réseau reste sans doute le moins pollué par les trolls et par la désinformation, même si les choses peuvent évoluer, on a de plus en plus de contenu généré par de l'IA et des appellations très fantaisistes, mais il a quand même encore une orientation professionnelle et on cherche à afficher un profil officiel, que ce soit individuellement ou en tant qu'entreprise. Concernant Facebook, on doit encore expliquer que ce réseau réunit toujours beaucoup d'entreprises. Même si c'est surprenant souvent pour nos jeunes, pour qui ce réseau n'est pas du tout dans leur pratique à eux. Mais les responsables d'entreprise sont souvent plutôt des personnes qui ont l'âge de leurs enseignants, ceci expliquant cela.
Par contre, ils sont beaucoup plus familiers d'Instagram ou de YouTube. Ces deux réseaux sont pertinents pour les entreprises, mais ils sont centrés sur des éléments visuels. Donc évidemment, si une entreprise a peu de contenu visuel, d'images, de vidéos, eh bien ce ne sont pas forcément les médias qu'elle va privilégier. Et bien entendu, pour pouvoir produire ces contenus, quand on cherche à communiquer sur ces réseaux, il faut être capable de produire ces contenus. Donc, il faut des compétences, des outils et pas mal de temps. Et là encore, ce ne sera pas pertinent pour toutes les entreprises. Alors, je mets à part les autres réseaux, en particulier TikTok ou Twitter X. Ces réseaux amènent des questions par rapport à leurs pratiques ou leur usage très générationnel. Alors bien entendu, il y a des entreprises pour lesquelles ça fait sens de communiquer sur TikTok, mais pas forcément toutes, du fait des contraintes du format. Idem pour Twitter, et plutôt maintenant pour ces clones comme Blue Sky, qui sont surtout pertinents quand on a à passer de l'information courte et immédiate, par exemple pour faire le suivi d'un événement ou de l'actualité. Ces pratiques vont évoluer, donc il faut que les jeunes aient un recul par rapport au réseau et sachent s'adapter, notamment sur ces questions-là, parce que c'est ce que vont faire les entreprises et du coup, c'est ce que doivent faire aussi les enseignants. Concernant les réseaux sociaux, il est important de les inclure dans de la communication globale de l'entreprise et donc dans une logique de stratégie de contenu. Être présent sur un réseau social, ça voudra dire avoir une charte éditoriale, c'est-à-dire en fait comment, quel type de publication on va faire, à destination de quel public, sous quel angle, à quelle fréquence. Donc en quelque sorte, quelle va être l'image numérique que l'on va vouloir décliner sur ces réseaux sociaux. Elle peut être dans la ligne du site vitrine ou différente, complémentaire, voire décalée. Du coup, ça va impacter la rédaction des différentes publications, leur rythme, et puis générer souvent de la création de nouveaux contenus graphiques en complément. On l'évoquera aussi dans la partie de création graphique d'ailleurs. Évidemment, pour tout ce qui est de la communication externe, il y a la question de la validation préalable de toute publication. Et donc, au niveau d'une analyse de situation de com écrite, c'est une contrainte et il y a un processus. Et puis, bien entendu, il y a l'évaluation indispensable de l'impact des publications sur les réseaux sociaux. On va retrouver deux éléments clés qui sont la portée et donc la lisibilité de la publication, son nombre de vues, et puis l'engagement, c'est-à-dire les réactions qu'elle va susciter. Alors la portée, elle va dépendre en partie de l'ancrage de l'entreprise sur son réseau et du lien qu'elle a pu créer avec une communauté. On peut la renforcer avec l'usage approprié de hashtags ou en taguant des personnes notamment, mais aussi en traitant de sujets tendances. L'engagement, lui, va dépendre des choix des contenus. La publication va-t-elle être lue, va-t-elle être likée, commentée, partagée? On peut espérer qu'une visibilité accrue puisse se développer grâce à un emballement viral, ce qui va souvent accroître le nombre de nos followers, de nos abonnés. Mais attention, parce que dans ces domaines, on voit de plus en plus apparaître des dérives avec des publications très marketées dans l'unique but de devenir virales, rédigées à grands coups d'IA, avec un titre peu informatif et un visuel provocateur ou intrigant, qui servent juste à piquer la curiosité d'internautes désœuvrés et à les pousser au clic. Et puis pour terminer, il faut bien sûr expliquer comment les entreprises qui veulent utiliser fortement ces stratégies de communication via réseaux sociaux vont avoir besoin de spécialistes capables de générer, publier des contenus et puis surtout de réagir au devenir de ces contenus, aux commentaires par exemple, et tout cela en animant des communautés. Et évidemment, je parle des fameux community managers. Alors, il s'agit de la dernière diapositive de Zoom.
et on va aborder les derniers points qui sont liés aux questions du numérique et de la communication numérique, particulièrement en lien avec le BTS Gestion de la PME. Donc, on va commencer par la question des données. Donc de tout ce qui permet de les collecter, de les traiter, de les stocker, de les faire circuler. Donc en fait, on parle du SI et je vous renvoie forcément à plusieurs vidéos que j'ai pu faire en domaine des 4 sur ce sujet. On peut aussi parler de la sécurité des données, de la protection de l'intégrité du réseau, la fameuse cybersécurité. On peut aborder la question des documents avec leur classement, nommage, indexation, bref, ce qui est intégré au niveau d'une GED et tous les workflows qui en découlent. On peut aussi aborder la notion d'objets connectés, de données massives, même si ce n'est évidemment pas central dans ce BTS. Et puis les applications. Et les applications, elles sont indispensables pour collecter, traiter, diffuser des données. Il faut expliquer la notion de licence, de mise à jour, et puis bien évidemment, et ça peut être abordé à travers les applications usuelles des entreprises, que sont les suites bureautiques, le PJI, les bases de données, des applications collaboratives ou tout autre logiciel dédié. La deuxième partie de cette diapo concerne les images et les aspects de création et de conception graphique. On parle d'images, de vidéos et même de sons. Alors on peut évoquer leur usage, en particulier dans des documents traditionnels, mais aussi fortement dans des contenus numériques. Au sein du BTS Gestion de la PME, nos étudiantes et étudiantes ne sont pas des spécialistes du graphisme, ni des créatifs. Donc a priori, on n'est pas censé passer du temps avec des logiciels de création ou de montage. Mais en même temps, on a beaucoup de jeunes qui connaissent en partie ces éléments, qui aiment les supports, et donc à travers des activités en mode projet, on peut leur demander de produire des contenus, par exemple des logos, ou même de s'enregistrer en situation professionnelle pour travailler par la suite la communication orale. Alors dans ces cas-là, il faudra les guider pour utiliser pleinement certains outils et aboutir à des contenus un peu qualitatifs et pas uniquement un produit brut d'IA générative. Là encore, si le sujet vous intéresse, j'ai une série de vidéos qui est dédiée à la conception et à la création de capsules vidéo. Et puis concernant les images insérées dans des documents classiques, je peux vous renvoyer là encore à des vidéos qui parlent de l'intégration d'images et de formes en particulier avec des textes, avec plusieurs tutoriels sous Word. Et puis, qui dit graphique, dit aussi graphique à partir de données chiffrées. Là encore, on est dans une communication visuelle et l'ordinateur va beaucoup nous aider. Alors en général, on en parle dans la partie de communication écrite traditionnelle, mais en fait, on est aussi dans le numérique. Et donc là, je vous invite aussi à faire le lien avec le tableur et à ses capacités de création très utiles. Vous pouvez aller regarder la vidéo que je vous ai mise en lien. Le dernier aspect de cette diapositive et de cette longue vidéo, c'est celui des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, je vous le propose non pas sur un angle d'enseignement, mais sur un angle de problématique de l'IA liée à l'éducation, donc du point de vue des enseignants. Car on a bien entendu les IA génératives, dont le fameux ChatGPT ou les outils de génération d'images ou de vidéos, mais il y a de nombreux autres domaines qui sont liés à l'IA qui viennent impacter nos métiers. Alors pour tout comprendre sur ce sujet, je ne peux que vous inviter à visionner d'urgence la conférence donnée par Isabelle Collet, chercheuse à l'Université de Genève, dans le cadre de notre formation donnée sur l'Académie de Lyon. L'usage de l'IA, c'est forcément un sujet abordé avec nos jeunes, ils l'utilisent déjà, et un sujet d'enseignement, de même qu'une adaptation nécessaire de nos pratiques pédagogiques et des pratiques professionnelles de manière plus large dans la société. Alors voilà, ce panorama du numérique est terminé. J'espère qu'il vous aura donné des idées et permis de faire le lien entre les différents enseignements. N'oublions pas non plus que tous ces éléments sont aussi le sujet de la certification PICS.
Et alors, il y a une chose qui est sûre, dans le cadre du BTS Gestion de la PME, le rôle du numérique est prépondérant. Et nos étudiantes et étudiants sortent de cette formation avec des bases très solides en la matière. Merci, et n'oubliez pas de regarder les liens en description, bien entendu, d'autres ressources qui peuvent être disponibles sur ma chaîne.